Ces dernières semaines, j'ai vu sur mes réseaux sociaux des annonces de fermeture de marques de cosmétiques. De belles photos, des mots touchants, des remerciements sincères, mais jamais les vraies raisons. Et c'est exactement ce silence qui m'a donné envie de faire cette vidéo. Parce que chaque année, des centaines de marques de cosmétiques disparaissent silencieusement, sans bruit, juste des portes qui se ferment. Et dans la très grande majorité des cas, les raisons sont les mêmes. Aujourd'hui, je vais te dire ce qu'elles n'ont pas dit. Pas pour les juger, ces créatrices ont eu le courage de lancer, c'est déjà énorme. Mais si leurs erreurs peuvent éviter de faire les mêmes, alors cette vidéo a du sens. Je suis Fatou Camara, experte en stratégie de marque spécialisée dans la cosmétique, et depuis plusieurs années, j'aide des créatrices passionnées à transformer leurs projets cosmétiques en marques qui cartonnent. Reste bien jusqu'au bout parce que la raison numéro 3 est celle que personne ne veut admettre. Première raison, et c'est la plus silencieuse de toutes, vendre à perte sans le savoir. Beaucoup de créatrices calculent leur prix en regardant ce que font leurs concurrents. Si elles vendent à 35 €, je vais vendre à 30 € pour être plus compétitive. Le problème, c'est qu'elles ne savent pas si leur concurrent est rentable à 35 € et elles ne savent pas si elles-mêmes sont rentables à 30 € parce qu'elles n'ont jamais calculé leur vrai coût de revient. Pas juste la formule, pas juste le packaging, tout. La formulation, le packaging, la réglementation, la logistique, les frais de plateforme, la part de leur temps, les frais fixes ramenés à l'unité. Quand tu additionnes tout, parfois le prix de vente ne couvre pas ses coûts et chaque vente creuse un peu plus le trou. Ce n'est pas visible immédiatement. Il y a des ventes, il y a du mouvement sur le compte, ça ressemble à de la croissance. Et puis un jour, il n'y a plus d'argent pour commander un nouveau stock. Mais ce n'est pas tout, parce qu'il y a un scénario tout aussi douloureux. Celle où la créatrice s'en rend compte, elle fait ses calculs et réalise qu'elle vend trop bas, qu'il faut augmenter ses prix. Et c'est la seule décision logique. On ne peut pas continuer à vendre à perte. Mais voilà où ça devient vraiment compliqué. Elle va devoir augmenter un prix sans avoir à changer quoi que ce soit dans le produit. Pas de nouvelles formules, pas de nouveau packaging, le même produit, un prix plus élevé. Et ses clientes vont se poser des questions. Mais pourquoi ça coûte plus cher maintenant? Qu'est-ce qui a changé? Et elle se retrouve à justifier sa propre valeur auprès de personnes qui l'ont connue moins cher. C'est une position épuisante et qui finit souvent par décourager définitivement. La solution est de faire le calcul avant le premier produit vendu pour ne jamais avoir à se retrouver dans cette situation. Deuxième raison, avoir misé uniquement sur l'organique et refuser la publicité payante. Je comprends d'où ça vient. La publicité payante fait peur, ça coûte de l'argent, on ne sait pas toujours comment ça marche. Et il y a cette croyance que si le produit est bon, les gens vont en parler naturellement. Au début, ça peut sembler vrai. Les premières semaines, les premières ventes arrivent. La communauté grandit un peu et puis la croissance organique plafonne parce que l'algorithme change, parce que la communauté naturelle diminue, parce qu'on a épuisé son réseau de proximité. Et pour atteindre des inconnus, des clients qui ne te connaissent pas encore, tu as besoin d'un système d'acquisition. Et à un moment donné, ce système a un coût. La publicité payante, ce n'est pas un luxe pour les marques qui ont réussi. C'est un investissement que les marques sérieuses intègrent dans le modèle dès le départ. Les marques qui refusent d'y toucher plafonnent puis s'essoufflent puis ferment. Troisième raison, attendre d'avoir les produits entre les mains avant de commencer à en parler. La plupart du temps, ce n'est pas un choix délibéré. C'est pas parce que la créatrice refuse de communiquer avant d'avoir son produit, c'est qu'elle n'y pense pas ou qu'elle ne comprend pas encore à quel point ça compte. Elle est absorbée par le développement du produit, la formulation, le packaging, la réglementation et la construction de la communauté passent au second plan. Parfois, elle ne sait même pas par où commencer. Alors, les mois de création passent en silence et quand elle lance enfin, elle part de zéro. Pas de communauté établie, pas de personnes qui attendent et souvent un deuxième réflexe s'installe. Elle commence à publier mais uniquement pour vendre. Mon produit est disponible. Commandez ici. Profitez de ce code promo sans partager sa vision, sans apporter de valeur, sans créer de connexion avec des personnes qui la suivent. Une audience qui ne reçoit que des messages de vente se désengage ou ne s'engage jamais vraiment. Une communauté ne se construit pas après le lancement, elle se construit avant, pendant les mois de création, en partageant le processus, en apportant de la valeur, bien avant de demander quoi que ce soit. Les marques qui lancent avec une communauté déjà établie n'ont pas besoin de créer pour vendre. Quatrième raison, et c'est celle dont je te parlais, celle que personne ne veut admettre, le rebranding comme tentative de sauvetage. Les ventes stagnent, la marque ne décolle pas comme prévu et à un moment, une idée s'impose. Le problème, c'est l'image. Il faut changer le logo, retravailler les couleurs, retravailler le packaging. Et je comprends cette logique. Quand on ne sait pas exactement pourquoi ça ne marche pas, on cherche quelque chose de concret sur lequel agir. Et les visuels, c'est ce qu'on voit. Mais un rebranding ne résout pas un problème de positionnement. Un rebranding ne résout pas un problème de prix et un rebranding ne résout pas
l'absence de communauté. Un rebranding ne résout pas non plus un canal d'acquisition qui ne fonctionne pas. Un nouveau logo sur une marque sans fondement solide, c'est une belle vitrine sur un magasin vide. Et le rebranding coûte en argent, en temps, en énergie. Des ressources qui auraient pu aller sur ce qui aurait vraiment changé quelque chose. Cinquième raison, quand les ventes stagnent, l'instinct de rajouter des produits. Je veux être précise sur ce point. Je ne dis pas qu'une marque ne doit pas avoir une gamme, loin de là. Une gamme cohérente est souvent nécessaire pour fidéliser et augmenter le panier moyen. Ce que je dis, c'est autre chose. Si tes produits actuels ne se vendent pas comme tu l'espères, ce n'est pas en ajoutant un quatrième ou un cinquième produit à côté de ce que tu as qui va débloquer tes ventes. Parce que le problème, ce n'est pas le catalogue, il est ailleurs. Dans le positionnement, dans l'acquisition, dans la communication, dans la fidélisation. Ajouter un produit sur un système qui ne convertit pas, c'est multiplier les coûts sans multiplier les résultats. Nouveau Jeep, nouveau test, nouveau stock, nouveau budget packaging pour des ventes qui stagnent toujours. Avant d'élargir ta gamme, comprends pourquoi ce que tu as déjà ne performe pas. Règle ça en premier, ensuite et seulement ensuite, tu peux envisager d'aller plus loin. Dernière raison, ne jamais fidéliser ses clients. La fidélisation, c'est la capacité à transformer une acheteuse ponctuelle en cliente qui revient régulièrement. Une marque qui ne fidélise pas doit acquérir de nouveaux clients en permanence pour survivre. Et acquérir une nouvelle cliente coûte bien plus cher que de garder une cliente existante. Je vais te donner un exemple fictif. Comme tu le sais, j'adore les exemples. Imaginons une créatrice qui lance sa marque. La première semaine, elle vend. Famille, amis, communauté proche. Tout le monde est enthousiaste, le premier stock s'écoule. Elle commande un deuxième stock. Elle attend que ces mêmes personnes reviennent. Certaines reviennent, pas toutes ou pas assez vite. Et les nouvelles clientes, celles qui ne la connaissaient pas avant, ne sont pas assez nombreuses. Ce n'est pas une question de mauvais produits, c'est une question de fidélisation. Elle n'a pas de système pour garder le contact avec ses clients. Pas de newsletter, pas de programme de récompense, pas de suivi après l'achat, rien qui crée l'envie de revenir. La fidélisation ne s'improvise pas le jour où les ventes baissent, elle se construit dès la première commande. Une cliente fidèle vaut infiniment plus qu'une nouvelle cliente à conquérir. Elle revient, elle achète davantage, elle parle de toi autour d'elle par conviction, elle devient une ambassadrice authentique qui recommande ta marque parce qu'elle y croit vraiment. C'est ça une marque qui dure. Si en m'écoutant, tu reconnais certains de ces schémas dans ton projet, ou si tu veux t'assurer que tu ne construis pas sur ces fragilités sans le savoir, le bilan offert est là pour ça. En quelques minutes, tu découvres exactement où tu en es et ce dont tu as besoin pour avancer. Le lien est juste en dessous dans la description. Les marques qui traversent ces premières années sans fermer, qu'est-ce qu'elles font différemment? Eh bien, elles connaissent leurs chiffres, pas approximativement, précisément, leur coût de revient par unité, leur seuil de rentabilité, ce qu'il leur faut pour vendre chaque mois pour rester viable. Elles ont un plan d'acquisition réel, organique et payant. Elles savent comment atteindre des inconnus et elles y consacrent un budget. Elles ne confondent pas esthétique et stratégie. Un beau packaging, c'est bien. Un positionnement clair, c'est ce qui vend. Et elles ont des clientes qui reviennent. Pas juste des acheteuses, des clientes fidèles qui font vivre la marque entre les lancements. Ces marques ne sont pas nécessairement celles avec les plus beaux produits, ni celles avec les plus grands budgets. Ce sont celles qui ont construit sur des fondamentaux solides dès le début. Ces fondatrices qui ont fermé leur marque, elles ont eu le courage de lancer, d'investir, de croire. Et ce courage mérite du respect. Mais si leur histoire peuvent en servir d'autres, c'est peut-être le plus bel hommage qu'on puisse leur rendre. Vendre à perte sans le savoir, refuser la publicité payante trop longtemps, ne pas construire sa communauté avant d'avoir un produit, rebrander au lieu de construire les fondamentaux, ajouter des produits pour débloquer des ventes qui ne fonctionnent pas, ne jamais fidéliser. Ces erreurs ne sont pas une fatalité, elles s'évitent quand on les connaît et quand on construit sa marque avec des bons outils dès le départ. Le bilan offert est juste en dessous dans la description, quelques minutes pour savoir exactement où tu en es et quelle est ta prochaine étape. Abonne-toi pour ne rater aucune vidéo et dis-moi en commentaire est-ce que tu connais une erreur que j'aurais oubliée. Je lis tous les commentaires et je réponds. À très vite.